Vous regardez Medi 1 TV Afrique, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur les problématiques liées à la jeunesse. Au sommaire de cette émission, nous parlerons dans la première partie de la jeunesse africaine et le leadership. Et dans la deuxième partie de cette émission, nous parlerons de la jeunesse africaine et l'intelligence artificielle. Et pour en parler, aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Mariam. Mariam, vous êtes dans le domaine de la communication, média, le e-commerce, on peut le dire ainsi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être là. Et juste à côté de vous, nous avons Eliman. Eliman, vous êtes journaliste. Merci également d'être là parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup, très heureux d'être sur ce plateau avec vous. Gaius, vous êtes coach en développement personnel. Merci également d'avoir effectué le déplacement. Merci Régis, c'est un réel plaisir d'être parmi vous. Et nous allons terminer avec Idiatou. Vous êtes doctorante en droit à l'UGB, l'université Gaston Berger du Sénégal. Merci également d'avoir effectué le déplacement. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alors, je le disais, dans la première partie de cette émission, nous allons parler de l'Afrique qui est à la croisée des chemins. Elle est désormais au cœur des préoccupations de développement dans lesquelles sont engagés des dirigeants depuis une cinquantaine d'années. Mais sauf que ces derniers peinent à trouver une issue heureuse, à partir de laquelle le continent noir pourrait jouer un rôle de premier plan sur la scène internationale. Pensez-vous qu'il soit nécessaire aujourd'hui de réfléchir à une nouvelle génération de leaders capables de relever plusieurs défis, Gaius? Merci beaucoup pour cette question très pertinente. Absolument, il nous faut développer un véritable modèle de leadership. Et je ne dirais pas une nouvelle génération, mais il faut enfin que le continent africain dans sa globalité et chaque pays de façon singulière et particulière puisse définir une politique de leadership et que tout le peuple à l'unisson d'une même voix puisse s'inscrire dans cette logique-là. Il faudrait que quand on questionne chaque Sénégalais, quand on questionne chaque Camerounais, quand on questionne chaque Rwandais, qu'ils disent clairement la ligne dans laquelle son pays évolue et comment est-ce que lui, dans sa façon particulière, peut accompagner et impulser ce développement-là, rien que dans son entité, pris vraiment individuellement. Alors, Idiatou, est-ce qu'aujourd'hui, on doit compter évidemment sur cette jeunesse qui est présente et la jeunesse future pour développer le pays, multiplier des actions dans le sens de sensibiliser les jeunes sur l'importance même du leadership? Effectivement, comme vous savez, la majorité de notre population, c'est une population jeune et composée de jeunes. Donc, on doit forcément compter sur cette jeunesse pour pouvoir un peu développer notre continent sur le domaine économique, sur le domaine social, politique, entre autres. Donc, il faudrait un peu accompagner cette jeunesse dans l'entrepreneuriat, dans le changement de comportement, le changement d'idées pour pouvoir un peu développer nos pays, nos différents pays ici en Afrique et essayer un peu de booster les préoccupations des uns et des autres pour pouvoir aller de l'avant. Alors, Eliman, est-ce que c'est important aujourd'hui pour l'Afrique de développer on va dire, de nouveaux leaders pour influencer non seulement le développement du continent, mais aussi pour avoir une sorte de voix sur le plan international? Bien sûr, on a plus que jamais besoin en Afrique aujourd'hui d'avoir de nouveaux leaders qui incarnent un idéal pour toute la population, on va dire. C'est souvent un conflit générationnel qui est indexé entre aujourd'hui l'actuelle génération, ceux qui sont nés peut-être durant les années 90 jusqu'à maintenant, et l'ancienne. Les chocs des générations, et souvent cette jeunesse africaine ne se reconnaît pas dans ce que cette génération que je qualifie d'ancienne et qui est aux commandes. C'est une génération qui est aux commandes et qui n'arrive jusqu'à présent pas à impulser une dynamique, à amener tout le monde vers un même sens. Et c'est pourquoi on a plus que jamais besoin de jeunes comme en France, Emmanuel Macron, qui, à son arrivée au pouvoir, s'est distingué comme étant une figure qui peut être une référence, peut-être même pas seulement pour la France, mais une référence mondiale sur le fait qu'un jeune de 40 ans puisse arriver au pouvoir et enclencher une certaine dynamique. Voilà, on a plus que jamais besoin de ce nouveau leader visionnaire et qui se bat pour que la population entière, surtout en Afrique où on a énormément d'enjeux, on est lié à énormément de problématiques, pour que toutes ces problématiques-là puissent être résolues.
Évidemment, des problématiques liées à la jeunesse. Mariam, est-ce qu'aujourd'hui, évidemment, c'est un constat qu'on a fait, le concept même de leadership est encore un petit peu flou dans la mentalité de beaucoup d'Africains. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Il y a énormément de choses qui peuvent expliquer cela. Déjà, on a cette hiérarchisation sociale à laquelle on est très habitué en Afrique. Il y a cette espèce de hiérarchie qui fait que quand on n'est pas dans une certaine strate sociale, on ne peut pas prendre de décision, on ne peut pas se mettre en avant. Il y a une espèce de pudeur autour du leadership et également on manque d'émulation. On manque beaucoup d'émules. On n'a pas des rôles modèles qui nous montrent un peu sur quelle voie nous poser. C'est un peu ce qu'Elimane disait. Cette ancienne génération, entre guillemets, nous a appris à nous placer derrière les figures politiques, les figures religieuses, etc. et pas vraiment à prendre d'initiative. Donc je pense que c'est un peu ça qui bloque la prise d'initiative au niveau de la jeunesse africaine. Gaius, c'est ça, le manque de modèles, ça manque sur le continent pour inspirer les jeunes? Oui, entièrement d'accord avec Mariam. On a connu une certaine génération de leaders qui se sont distingués, les pères de l'indépendance notamment, bon, certains d'entre eux qui ont quand même impulsé une certaine dynamique. Après, on est tombé dans une certaine phase où aujourd'hui, c'est difficile de pouvoir se reconnaître en certains de nos soi-disant leaders, en certaines de ces figures-là qui sont à la tête des institutions et de nos gouvernements. Et aujourd'hui, quand on ajoute cela à notre culture, notre tradition, il faut quand même en parler parce que quelque part aujourd'hui, quand les parents sont là, l'enfant ne parle pas, quand le mari est là, la femme ne doit pas parler, quand les aînés sont là, les jeunes doivent se taire. Du coup, comment est-ce qu'on devient leader dans ces conditions-là? Comment est-ce qu'on dit qu'on a une idée? Comment est-ce qu'on peut dire à ses parents, voilà mon projet? Comment est-ce qu'on peut dire, moi je ne veux pas faire telle école, je veux plutôt me lancer dans l'art, dans la danse, dans la culture, dans la peinture, dans le football? C'est un peu compliqué. Donc c'est tout cela qu'il faut mettre ensemble et définir une fois de plus clairement comment est-ce qu'aujourd'hui on remet tout cela sur la table et on se dit que chacun de nous doit contribuer à réaliser quelque chose. Tout à l'heure, notre ami Elimane, il a bien lancé le mot, la vision. Il a parlé de visionnaire. Le leadership, c'est d'abord la vision. Le leadership, c'est d'abord la vision. Aujourd'hui, c'est difficile d'aller voir un parent et qu'il puisse vous expliquer sa vision pour sa famille. C'est difficile de trouver un directeur qui puisse vous expliquer clairement sa vision pour son entreprise. Oui, c'est écrit, c'est affiché, mais généralement, c'est quoi? C'est du copier-coller. C'est quelque chose qui n'a pas vraiment été disséminé à tous les niveaux de l'entreprise ou tous les niveaux de la famille. Donc, c'est un peu comme si chacun aujourd'hui était en train de courir et essayer de se retrouver. Donc, on a laissé nos valeurs culturelles de solidarité, de société, où tout le monde se retrouvait autour de l'Aba-Palabre, on partageait un projet commun, on discutait, et puis chacun partait dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, c'est un peu comme le sauve qui peut. Chacun se bat et puis ça va dans tous les sens. Plus de valeurs, plus de principes, plus de solidarité. Et voilà, il y a de quoi avoir un peu peur. Idiatou, revenir au principe de solidarité. La solidarité, c'est une valeur africaine qui est bien ancrée dans les sociétés africaines. Donc, je crois qu'on ne peut pas parler de développement économique social sans pour autant se baser ou bien partir à partir de nos valeurs propres, puisqu'on ne peut pas se départir de certaines valeurs, de nos cultures qui nous sont propres, qui nous sont innées. On ne peut pas s'accaparer de la culture de l'autre et dire qu'on va se développer. Je pense qu'il faudrait un peu partir de nos valeurs, de nos ressources pour pouvoir nous développer, pour pouvoir changer notre continent, changer-le en mieux pour le bénéfice des générations futures. Mais avant de parler de générations futures, il faudrait que les générations présentes travaillent et essaient de changer les choses par l'entrepreneuriat, par le changement de comportement, par l'engagement citoyen. L'engagement citoyen peut être dans tous les domaines. Le jeune, il doit être dynamique, actif, compétitif et productif dans tout secteur où il évolue. Donc, je crois que c'est à partir de cela qu'on pourra parler dans quelques décennies de développement du continent africain. Elimane, en parlant du développement du continent africain, elle a parlé, et Idiatou a parlé un petit peu elle a donné un petit peu les solutions en parlant de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'aujourd'hui, la qualité même du leader, est-ce que ça reste un facteur clé dans le développement, le processus de développement démocratique d'un continent, voire social même? Absolument, absolument. Il faudrait... c'est clair, des émulations. Il faudrait qu'un leader puisse transmettre aux gens
qui sont censés être sa référence, une certaine approche de la vie, une certaine vision. Et voilà, c'est une figure qui de plus en plus, il y a des success stories en Afrique, il y a des gens qui réussissent, qui arrivent à impulser à partir de zéro et à arriver à un niveau vraiment enviable. Et il y en a. Je pense que si vous mettez à citer les exemples, je pourrais en citer beaucoup. Et ce sont, moi, plus ces gens-là que je considère comme leaders que les leaders politiques. Les leaders politiques, certains d'entre eux ont une certaine vision, mais la plupart d'entre eux arrivent dans un certain poste de responsabilité un peu par hasard, un peu par des concours de circonstances. Il y a des gens qui partent d'en bas et qui arrivent en haut dans la société, dans tous les domaines. Pour moi, ce sont ces figures-là qui doivent être promues et consacrées comme étant des leaders. Donc ce sont eux en tout cas les vrais héros, hein, si on peut le dire ainsi. Mariam, évidemment, donc aujourd'hui c'est qui est leader, qui le veut, mais pas qu'il peut en fait. C'est ça en fait. Et leader qui le veut vraiment, on en revient encore à la maxime les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est pas vraiment encore appliqué en Afrique. Aujourd'hui, si on prend sur le plan de la politique par exemple, il faut du clientélisme, beaucoup de clientélisme malheureusement, pour pouvoir atteindre certains niveaux dans la hiérarchie politique. Or, si on veut changer des choses, on en parlait tout à l'heure en coulisses, les institutions, c'est important. Les institutions, c'est extrêmement important, on ne peut pas passer outre. Et les hommes qui se trouvent derrière ces institutions font en fait toute la différence. Donc quand on met là-bas quelqu'un qui est arrivé ici un peu par hasard, comme dit Eliman, il ne faut pas s'attendre à ce que cette personne puisse en aval distiller une certaine vision pour que les gens qui sont sous son commandement, entre guillemets, puissent matérialiser cette vision. Donc tant qu'on ne s'investira pas dans le fait de mettre les gens qu'il faut, les gens qui sont passionnés par ce qu'ils font à des places stratégiques, je pense qu'on arrivera difficilement en fait à créer de l'engagement, de l'engouement auprès de la jeunesse africaine. Parce qu'elle ne s'identifiera pas justement à ces dirigeants et aux gens qui sont mis en avant le plus souvent dans les médias. Alors, Idiatou, Mariam parlait tout à l'heure d'institutions. On va revenir un petit peu à la déclaration que certains ont appréciée, que d'autres ont décriée. C'est évidemment la déclaration de Barack Obama qui disait que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais des institutions fortes. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas plutôt l'inverse? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de cette jeunesse-là forte pour solidifier nos institutions? Je dirais qu'on a besoin des hommes forts aussi. Les institutions fortes, c'est une bonne chose, mais les institutions sont animées par des hommes, c'est-à-dire des individus, des hommes et des femmes qui sont derrière, qui animent ces institutions-là pour que ces institutions fonctionnent correctement, normalement. Par exemple, s'il s'agit d'appliquer une loi, c'est la personne, c'est l'individu qui impulse pour que l'institution puisse respecter les réglementations qui sont édictées au niveau du Parlement, par exemple. Donc, à partir de là, on peut dire que cette affirmation du président Obama qui dit que l'Afrique a besoin d'institutions fortes, mais pas d'hommes forts, je pense qu'il faudrait relativiser ça, puisque certaines choses, certaines personnes, leur mentalité, leur personnalité ne leur permettent pas d'exercer des fonctions de façon correcte, de façon vertueuse. Donc, il faudrait un peu, je crois, travailler la personne, l'individu, pour pouvoir un peu... C'est l'individu qui reflète l'institution. Donc, l'individu est important dans le fonctionnement d'une institution. Eliman, je vous sens un petit peu partagé sur l'argumentaire de Idiatou. Vous êtes d'accord? Il faut relativiser ou bien vous l'appréciez tout simplement, cette déclaration? Moi, j'apprécie totalement la déclaration. Je ne relativise pas du tout. Parce que je pense que l'institution, c'est une sorte de boussole, l'institution. Elle doit nous amener à ne plus dépasser certaines limites. Elle doit nous montrer une certaine voie à emprunter. L'homme fort, je pense que l'Afrique a eu énormément d'hommes forts. C'est-à-dire nos présidents, ce sont des hommes forts. Ce sont des hommes qui ont tous les pouvoirs, qui ont toutes les prérogatives et qui jusqu'ici ne sont pas arrivés à nous amener à un niveau souhaitable. Je pense que si
on avait des institutions fortes, toutes les choses qui se passent de façon commune en Afrique, le manque de civisme, manque l'irrespect à la loi. Aujourd'hui, au Sénégal, je donne l'exemple parce que c'est le pays que je maîtrise le plus. Au Sénégal, voilà, la majorité des lois sont violées chaque jour. Le code de la route, le code de l'hygiène, le code de la santé publique sont violés chaque jour sans aucune loi, sans aucune sanction. Ça veut dire que l'institution n'est pas forte. Si l'institution était forte, on n'allait pas la violer comme ça. Une institution forte, si on la viole, on se heurte à un mur. Elle nous rappelle tout de suite que vous n'avez pas fait ce que vous deviez faire. Si on avait des institutions fortes en Afrique, je pense qu'on serait déjà développé depuis. Bon, peut-être pour aller dans ce sens, allez-y, guys. Peut-être qu'il faut revoir ce qu'on met dans homme fort. C'est peut-être là qu'il faut redéfinir ça, parce que vous savez, un texte sortir de son contexte devient un prétexte. Donc, alors, ce que moi j'entends par homme fort, et quand on parle de leadership, c'est celui qui met les autres en avant. Donc, le leader accepte de servir les autres d'abord, et il se sert lui en dernier. Et dans notre contexte, malheureusement, on voit le contraire. Les leaders, ce qu'on appelle nos leaders ici en Afrique, ils ont tendance à se mettre en avant. Alors, si on appelle homme fort celui qui, parce qu'il a un poste de responsabilité, parce qu'il a un poste dans la hiérarchie, commence par brimer tout le monde, je dis non. Si on appelle homme fort celui qui, parce qu'il est un peu nanti, commence par garer sa voiture dans le quartier partout où il veut, au beau milieu de la voie, met des bâches comme il veut pour toutes les cérémonies, je dis non. Si on appelle homme fort celui qui crée une structure et qui contourne les impôts parce qu'il se dit tout puissant, je dis non. Mais si on appelle homme fort ce monsieur de caractère, avec de l'intégrité, qui met les autres en avant, qui veut s'effacer pour que réellement les choses se fassent, je dis oui. Donc on a besoin d'institutions fortes, vous l'avez si bien dit, on a besoin d'hommes de caractère, de valeurs et de principes. Surtout de compétences également. Et de compétences. Parce que Mariam le disait tout à l'heure, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et s'il y a l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, et une institution qui est au-dessus, qui encadre, parce qu'on ne peut pas faillir. C'est ça. Il faut la vision, il faut l'institution qui met en place le cadre, et il faut beaucoup de travail. Quel est votre avis sur la question, sur la déclaration d'Obama, Mariam? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut un peu des deux, à condition que l'homme fort, comme l'a si bien dit Gaius, soit c'est ce leader en fait, celui qui sache tirer parti, tirer le meilleur de chaque personne qui l'entoure pour pouvoir mener son équipe ou son groupe, sa communauté, vers une vision commune qui arrange tout le monde, qui va dans l'intérêt général en fait. Il faut que les leaders africains apprennent à travailler pour l'intérêt général plutôt que pour leur intérêt personnel. Alors, Idiatou, on a fait un constat général aujourd'hui, c'est que beaucoup de jeunes filles s'investissent dans le développement du continent ou de leur pays par le biais, justement, comme vous l'avez dit, de l'entrepreneuriat, les startups et tout ce qui vont avec. C'est important aujourd'hui pour la femme de revendiquer un petit peu ce côté-là, de montrer que le leadership n'est pas qu'une question de genre, n'est pas une question de genre. Effectivement, le leadership n'est pas une question de genre, mais vous savez, généralement, on dit que les femmes sont un peu délaissées par rapport à certains secteurs d'activité, notamment dans le secteur de l'économie. C'est pour cela qu'on adopte des plans, des programmes et des stratégies pour mettre un peu les femmes en avant, pour les faire un peu ce qu'on appelle une discrimination positive en faveur des femmes, pour les pousser un peu à entreprendre, pour pouvoir un peu développer le secteur économique, pour pouvoir développer le continent. Donc, mais je crois qu'il faut agir sur l'ensemble de la jeunesse de façon globale. On ne peut pas simplement viser une quelconque couche de la société, dire que c'est cette couche-là qui va permettre le développement du continent. Il faut miser sur toutes les forces vives de la nation pour pouvoir développer un pays, pour pouvoir développer un continent. Donc, il faudrait tirer le maximum du meilleur de chacun pour se développer et pour aller de l'avant. Oui, Mariam, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Idiatou, c'est-à-dire que cette discrimination positive, elle n'est pas en faveur des femmes.
C'est-à-dire qu'on nous met en avant comme si on n'était pas capable, si on nous met au même pied d'égalité que les hommes, qu'on nous donne les mêmes chances, on n'est pas capable d'aller de l'avant. Or, en Afrique, ce sont quand même les femmes qui travaillent le plus. Ça ne se voit peut-être pas parce que la plupart des femmes agissent, travaillent, œuvrent dans le secteur informel, malheureusement. Mais ce sont elles qu'on croise dans les bus Tata quand on est au Sénégal à 4 h du matin. Intégrer également le travail domestique. Le travail domestique qui est un boulot à part entière, qui est l'éducation des enfants, c'est un travail à part entière. Passer ses journées à la maison à régenter voilà, le personnel, etc., ou parfois faire même soi-même les tâches ménagères pour assurer le bien-être de toute la famille. C'est un travail à part entière. D'ailleurs, en Suède, je crois qu'elles sont rémunérées pour ça. Donc les femmes africaines n'ont pas besoin... On peut encore débattre, mais bon... Non, ça va venir. Ça la rémunération du travail domestique, on va peut-être reparler et considérer les modalités. On en reparlera, ça viendra sûrement, mais je suis tout à fait d'accord avec elle. On n'a pas besoin d'une discrimination positive en notre faveur pour pouvoir montrer qu'on est capable d'entreprendre, qu'on est capable de prendre des initiatives et de booster l'économie de notre continent. Je pense que les femmes sont tout à fait capables de se battre au même titre que les hommes, à égalité de chance. Et comment ça se passe? Il faut le rappeler, vous avez monté une petite entreprise dans le e-commerce. Oui. Comment ça se passe avec vos collaborateurs? Alors déjà, je suis fière de dire que la plupart de mes collaborateurs sont des femmes, mes collaboratrices, donc que je salue au passage, qui travaillent dans la transformation des produits locaux, etc. Et elles font énormément d'efforts. Bon, pour la plupart, c'est difficile de combiner justement ce travail-là avec la gestion de leur foyer, qui est un rôle social qu'on a attribué à la femme au Sénégal, dont on ne peut pas se départir. Qu'on soit une grande intellectuelle ou qu'on soit juste une femme au foyer, c'est notre travail, c'est notre rôle de nous occuper de la famille. Donc, c'est extrêmement difficile, des fois, d'allier justement ce travail à plein temps, qui est le fait d'être une femme, avec un travail entrepreneurial qui n'est pas assez accompagné pour être facile. Donc, elles courent souvent plusieurs lièvres à la fois, elles sont obligées de faire des manœuvres, de prendre sur leur temps à la maison, etc., pour pouvoir mener leur entreprise là où elles le veulent. Et des fois, quand elles sont assez débrouillardes, elles essaient aussi d'avoir une vie sur Internet. Donc, elles animent elles-mêmes leurs réseaux sociaux, elles assurent elles-mêmes leur livraison, etc., etc. Donc, c'est extrêmement difficile, mais elles y arrivent parce qu'elles sont déterminées et qu'elles ont envie de changer les choses. Et moi, c'est quelque chose que je salue. Alors, Gaius, en parlant de leadership, vous êtes coach en développement personnel. Comment vous arrivez à tirer le meilleur de chacun de vos invités? Est-ce que ce public-là, avec qui vous discutez, vous échangez, est-ce que les composé majoritairement des jeunes? Absolument. C'est fondamental pour nous de nous adresser à la jeunesse et d'aller même le plus bas possible. Tout récemment, nous avons initié des programmes à l'endroit de ce que nous appelons l'adolescence, c'est-à-dire à partir de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, pouvoir déjà commencer par parler à ces personnes-là, commencer par leur dire que chacun peut apporter une solution quelque part. Vous savez, il y a quelque chose dont on doit totalement se départir, c'est la boucle de la victimisation. Pendant trop longtemps, nous avons trouvé des raisons, la colonisation, le franc CFA, je sais pas, tout ce qu'on veut, le système français, etc., etc. Il est temps vraiment que chacun de nous prenne sa responsabilité sur sa vie. Donc, s'il y a quelque chose qu'on dit à la jeunesse, s'il y a quelque chose que nous, on partage comme message, c'est que chacun est le maître de sa vie. Chacun est le capitaine de son bateau et chacun de nous doit se battre. Chacun de nous doit pouvoir y arriver. Comme il a dit tout à l'heure, mon ami Eliman, nous avons des success stories autour de nous, qui dans le même Sénégal, dans le même Tchad, dans le même Niger, dans le même Bénin, arrivent à se construire avec des voies souvent légales et souvent normales. C'est donc possible d'y arriver. Seulement, il faut pouvoir se dire, je vais dormir moins, je vais fermer la télé, je vais lire un peu plus, je vais me documenter, je vais travailler dur, je vais surmonter des obstacles, je vais me priver de beaucoup de choses, et pour que demain soit meilleur. Donc, c'est vraiment ce message-là qu'on passe. Est-ce que vous arrivez à percevoir ça chez les jeunes, cette envie-là de se sacrifier pour être demain un vrai leader? Oui, honnêtement, oui. Je ne pense pas que la jeunesse africaine soit plus paresseuse que les autres. Il y a beaucoup de jeunes qui se battent. Il y a beaucoup de jeunes qui mènent beaucoup d'efforts, parfois même au péril de leur vie. Ce qu'il manque, c'est l'accompagnement, c'est la stratégie, c'est des modèles, c'est des exemples. C'est que certaines personnes
reviennent et parlent à la jeunesse. Certaines personnes viennent et s'adressent à la jeunesse. Certaines personnes viennent et disent ce qu'elles ont eu à faire. Certaines personnes écrivent. Certaines personnes fassent plus d'émissions comme celle-là pour pouvoir démocratiser le savoir. Parce qu'aujourd'hui, oui, tout est à la portée de la jeunesse. Mais c'est difficile souvent de vraiment aller sur YouTube et de trouver des success stories africaines, sénégalaises, qui sont contextualisées, où quelqu'un raconte son parcours et donne je sais pas moi, des tips, des astuces, mais vraiment terre à terre, basiques pour pouvoir commencer. Donc généralement, on a beaucoup de références et ce que nous faisons au cabinet aujourd'hui, c'est pouvoir recontextualiser tout ça. Parce que nous sommes allés partout dans le monde pour nous faire former, mais aujourd'hui, il faut parler à la jeunesse avec des histoires, des exemples, des astuces, des stratégies qui les touchent et qu'ils comprennent. Donc c'est peut-être à ce niveau-là encore qu'il nous faut faire de l'effort pour les aider à structurer leurs projets et à les encourager un peu plus. Il faut beaucoup plus de success stories, d'histoires, Idiatou? Ah oui, effectivement, il faut beaucoup de modèles, de rôle modèles pour pouvoir un peu, comment dire, tirer la jeunesse, pour tirer les jeunes qui sont, je peux dire, entre guillemets, inconscients. Donc pour pouvoir se développer, pour avoir un leader, un modèle sur lequel on va suivre pour pouvoir un peu espérer un avenir meilleur. Et aussi le fait d'avoir des modèles, ça donne de l'espoir à des jeunes. À des jeunes, si tu leur montres un modèle, celui-là, il a traversé telle étape, il a franchi tel obstacle pour arriver à ce stade-là, là où il est. Donc ça va motiver un peu les jeunes à pouvoir se battre, à pouvoir être compétitifs pour pouvoir réussir dans leur vie, dans leurs activités. Et c'est l'heure pour nous de marquer une courte pause et on se retrouve juste après pour décortiquer la deuxième thématique de votre émission Génération News. A tout de suite sur Média TV Afrique. De retour sur Média TV Afrique pour votre deuxième partie de l'émission Génération News. Nous allons à présent parler de l'intelligence artificielle qui est en train de transformer la société aussi profondément que la machine à vapeur et l'électricité qui l'ont fait. Et cependant, ça reste un petit peu flou cette notion encore de intelligence artificielle. En quelques mots, Elimane, c'est quoi l'intelligence artificielle ? Je suis ni un scientifique, ni un grand définisseur, un grand penseur. Mais bon, voilà, je m'intéresse beaucoup aux technologies de l'information et de la communication. Et moi, bon, la définition simple que je donnerai de l'intelligence artificielle, c'est de transmettre l'intelligence humaine aux objets, aux machines. C'est comme ça que je perçois l'intelligence artificielle. Alors, Idiatou, est-ce que l'IA n'est pas déjà assez, on va dire, présente un petit peu, cette intelligence artificielle-là, dans notre vie quotidienne? Quand nous allons, par exemple, sur Google, les traductions, c'est de l'IA. Est-ce qu'elle n'a pas toujours été présente, l'IA, dans notre vie? Effectivement, l'intelligence artificielle est présente dans nos vies quotidiennes depuis, je peux dire, vers les années 50. C'est seulement vers les années 2010 que on a connu une explosion de cette technologie-là. Donc, on parle de pilotage automatique, on parle de drones, on parle de médecine assistée avec des technologies de pointe. Donc, je pense que l'intelligence artificielle, ça a maintenant embrassé tous les secteurs, que ce soit la santé, le domaine militaire, le domaine du droit, entre autres. Donc, l'intelligence artificielle, maintenant, on est plein dedans. Donc, je crois que plutôt, on est dans une phase de transition. On n'est pas en plein pied dedans, mais on est en une phase de transition qui, d'ici quelques décennies, les machines vont remplacer les hommes presque dans leur lieu de travail. Est-ce qu'on n'est pas en droit de s'inquiéter un petit peu? Gaius, elle parlait des machines qui vont dans quelques années remplacer les hommes. Est-ce qu'on n'est pas en droit de s'inquiéter un petit peu, Gaius? S'inquiéter, non, mais il faut se lever et puis très rapidement faire ce qu'il y a à faire. On a connu l'arrivée de l'informatique, des ordinateurs, c'était un peu la même peur, c'était la même crainte. L'ordinateur va arriver, tout va être automatique, les gens vont perdre leur travail et tout ça. Mais voilà, on y est aujourd'hui, dans toutes les maisons, dans toutes les structures. Il y a des ordinateurs un peu partout, il y a des téléphones aussi, on a connu cela. Donc on va vers l'insémination un peu partout de l'intelligence artificielle. Et puis, au lieu de craindre ça, au lieu de redouter cela,
il faut pouvoir anticiper, bon, même si on ne peut plus, parce qu'on y est en plein là, mais il faut plutôt savoir ce qu'il y a lieu de faire. Il y a certains qui vont perdre leur travail, call center, réceptionniste, chauffeur même peut-être, etc. Donc il faut très rapidement se réorienter et il faudrait que nous, en tant qu'Africains et dans nos différents pays, dans nos différents secteurs d'activité, nous puissions voir comment intégrer tout cela dans notre quotidien, parce que c'est une avancée technologique. Donc il ne faut pas rester en marge de cela, mais il faut voir comment est-ce que dans les finances, comment est-ce que dans le commerce, comment est-ce que dans l'agriculture, comment est-ce que dans la santé, dans le sport, un peu partout, on peut pouvoir ne plus, cette fois-ci, être dépassé encore par cette technologie et continuer par courir toujours derrière les gens. En principe, on devrait déjà être à l'époque où on a des centres de recherche un peu partout, on a des jeunes qui y travaillent, qui sont financés, qui sont subventionnés pour pouvoir y arriver. Est-ce que c'est fait? J'en doute. Justement, en parlant des jeunes qui sont accompagnés, financés, on a la grosse maison du web, Google, qui s'est installée un petit peu déjà en Afrique, au Ghana, au Rwanda, qui a créé des centres de formation sur l'intelligence artificielle. Est-ce que, Elimane, vous pensez que les dirigeants africains sont assez conscients justement de l'enjeu de l'IA? Bon, avant de répondre à cette question, moi, tout à l'heure, je n'ai pas peut-être pu développer tout ce que je pense de l'intelligence artificielle et de toutes ces technologies qui nous envahissent. Je pense qu'il est temps, façon, sur le plan mondial, d'avoir une pensée globale de où on va aller. Parce que l'intelligence artificielle, ça nécessite beaucoup de connexion Internet et beaucoup de consommation d'énergie. Aujourd'hui, si toutes les machines étaient connectées sur Internet et devaient avoir une consommation énergétique, on va encore consommer davantage. Déjà, on consomme plus que la Terre ne produit. On consomme à crédit. Chaque mois d'août, on nous rappelle que la planète consomme à crédit. Et si cette intelligence artificielle, cette technologie est généralisée, on va davantage consommer et peut-être que les lendemains de la planète Terre ne seront pas des meilleurs. Maintenant, sur cette question concernant l'arrivée de Google, etc., est-ce que nos dirigeants y sont préparés? Moi, je suis sceptique. Je suis sceptique sur la vision de nos dirigeants sur ces nouvelles technologies. Je pense qu'on perd chaque année 10 ans, on perd 10 ans, 20 ans, comparé aux autres pays qui sont très à l'avance. Aujourd'hui, on prend du retard sur chaque nouvelle technologie qui arrive. On ne crée pas, on n'invente pas, on suit une ligne qui est tracée par les grands du monde. Et ça, tout à l'heure on parlait de leadership, c'est cette forme de leadership qu'il faudrait impulser. L'Afrique devrait à un moment donné impulser les autres pays, pas le contraire souvent. Allez-y, Gati. En fait, par rapport à ce que vous venez de dire, les dirigeants, est-ce que nos dirigeants essaient un peu, ils sont des suiveurs ou bien ils innovent, ils sont un peu à l'avance par rapport à cette nouvelle technologie qu'est l'intelligence artificielle? Je pense que ici en Afrique, la plupart des pays, il y a des choses qu'il faudrait modifier, adapter pour pouvoir un peu être au top, notamment au niveau des formations de jeunes. On parle de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire dans quelques décennies, c'est la machine qui va remplacer les hommes dans plusieurs domaines d'activité, dans plusieurs secteurs. L'emploi, l'individu ne va plus travailler, c'est la machine qui va travailler à la place. Donc pour cela, il y aura donc de nouveaux métiers, de nouveaux emplois. Il faudrait, au niveau de la formation, dans les universités, dans les écoles de formation, essayer un peu d'adapter les cursus, les filières de formation pour pouvoir intégrer la technologie, le numérique dans l'apprentissage, dans l'usage des technologies dans les professions, notamment la profession d'avocat, profession de médecin. Ils utilisent beaucoup les technologies. Donc, si un avocat ou bien un médecin classique, analogique, ne peut pas utiliser maintenant le numérique, il est dépassé, il est out. Donc, je pense qu'il faudrait déjà présent que nos dirigeants passent le revue sur les cursus, sur les programmes qui sont dispensés dans les écoles, dans les universités, pour être au top de cela. Oui, Mariam? Oui, je suis de l'avis de Idjatou, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin d'une orientation dans le milieu de l'éducation et de la formation, parce qu'on ne peut pas continuer à courir derrière la technologie, d'autant plus que ça va tellement vite. On a besoin que les choses soient prédéfinies, mais qu'elles le soient selon nos besoins. En Afrique, on a des besoins qui sont très particuliers, qui sont
assez différents quand même de ceux des autres continents. Donc je pense que ce ne sera pas vraiment une course contre les autres, mais ce sera une course contre nous-mêmes. C'est-à-dire savoir identifier déjà nos besoins, savoir créer des solutions qui soient adaptées, qui répondent directement à ces besoins-là, et créer des formations qui soient moulées dans justement la réalisation ou la résolution plutôt de ces problèmes-là. Aujourd'hui, on a un défi. C'est la maîtrise justement du langage web en particulier. Si on parle d'intelligence artificielle, on ne peut pas se défaire de l'informatique. Donc la lecture du langage web aujourd'hui pose véritablement problème, puisque là, on a le problème d'accessibilité à Internet, d'accessibilité à l'électricité. Seulement 60%, je crois, des Africains ont accès à l'électricité sur le continent. Il y a le problème de la langue sur Internet. Si aujourd'hui en Afrique, les principales langues qui peuvent être utilisées sur Internet sont le français et l'anglais. Quels sont les Africains qui soient assez lettrés pour pouvoir naviguer facilement sur Internet, utiliser des outils qui sont proposés sur Internet justement pour améliorer. Donc c'est toute une panoplie de questions à se poser et de solutions justement qui sont à penser, qui sont entièrement à penser pour l'avenir. Alors, Gaius, beaucoup de jeunes ingénieurs africains, après l'obtention de leur diplôme, quittent le continent, direction la Chine ou bien les États-Unis, ces puissances-là qui sont très avancées dans ce domaine de l'IA, l'intelligence artificielle. L'Afrique, quelles sont les stratégies que l'Afrique doit mettre en place pour garder ses meilleurs talents? Merci, c'est une problématique très très sérieuse, c'est la fuite des cerveaux et ça se passe dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine de la technologie, parce qu'il faut le reconnaître, nous sommes quand même en retard sur un certain nombre de sujets, de domaines. Et donc, là, il faut déjà prendre le problème au sérieux. Il faut déjà prendre la question de manière très sérieuse et y penser et y réfléchir. Dans un premier temps, je pense qu'il faut pouvoir commencer par mettre en place ces structures-là ici, chez nous, pour pouvoir permettre à ces jeunes-là de rester et d'avoir le minimum. On a parlé tout à l'heure de la question de l'énergie, on a parlé tout à l'heure de la question de l'accès à Internet, etc. Il faut déjà régler le minimum. Ensuite, il faut pouvoir peut-être se mettre ensemble. Les questions d'intelligence artificielle, de centres de recherche coûtent extrêmement cher. Et peut-être que nos pays gagneraient à se mettre ensemble pour adresser un certain nombre de problématiques qui nous sont communes. Quand on parle de la sécurité, du terrorisme, de l'énergie, de la technologie, on ne peut pas rester en silo et espérer résoudre ces problèmes-là. Donc je pense que ces différentes institutions qu'on connaît, la l'UEMOA, la CEDEAO, l'Union africaine, etc., gagneraient à pouvoir commencer par penser à ces sujets-là. Je sais qu'il y a des choses qui se font, mais peut-être qu'il faudrait aller au-delà. Autre point, c'est que nos différents chefs de gouvernement et d'État gagneraient à impliquer certaines personnalités, certaines personnes du monde privé, des acteurs économiques, qui ont ce qu'on appelle les ressources. Les ressources financières, elles sont là, elles sont en Afrique. Elles sont détenues par un certain nombre de personnes. Malheureusement, nos pays excellent dans la bataille avec ces personnes-là. Donc du matin au soir, ce sont des guéguerres entre ces personnalités-là, plutôt que de se rassembler et de construire quelque chose. Donc, une fois encore, la question du leadership revient. Il faudrait fédérer toutes ces personnes-là autour d'une vision et voir comment est-ce que ce secteur privé pourrait investir. Je pense qu'il y a des moyens. Les moyens sont là, malheureusement, il faut définir cette politique-là, ce cadre qui permettrait à ces personnes de pouvoir confier, de pouvoir avoir confiance en l'État, mettre en place des centres pour que nos jeunes, pour que nos frères, nos sœurs restent ensemble et qu'on puisse construire le continent. Oui, pour partir, pour avoir quelques notions, pour pouvoir découvrir quelque chose, mais surtout revenir et avoir l'espace qu'il faut pour appliquer cela, pour implémenter cela, et que l'État soit le premier consommateur de ce qu'on produit. C'est aussi cela. Combien de présidents, combien de chefs d'État, de ministres, d'institutions consomment réellement ce que nos startups, nos entreprises produisent. Ça commence également par là. Alors, il y a tout. Donc, pour aller dans le même sens que Gaius, moins de chercheurs africains et d'ingénieurs africains dans le domaine de l'IA, c'est également moins d'opportunités à utiliser l'intelligence artificielle pour le développement de meilleures conditions d'études et de vie des jeunes africains. Oui, effectivement, il faudrait un peu, je crois, on a parlé tantôt d'accompagnement. Si un jeune crée une solution, ou bien crée une start-up, ou bien crée un logiciel, il faudrait un peu l'accompagner, notamment dans la promotion de cette création-là qui a été faite, et aussi pour permettre à la population de connaître la chose et aussi de l'utiliser.
si on crée des choses et que ce n'est pas utilisé, ça n'en vaut pas la peine, je pense. Il faudrait aller plus dans la communication, dans la promotion des créations qui ont été faites par nos ingénieurs, par nos jeunes qui sont là en train de penser pour améliorer le quotidien des populations. S'ils créent des choses, c'est parce qu'ils ont senti qu'il y a un besoin dans tel ou tel domaine, que la population a senti, que le jeune a senti qu'il y a nécessité dans tel ou tel domaine, donc il a créé une solution informatique, il a créé un logiciel pour résoudre ce problème. Donc si la solution est créée, il faut promouvoir cette solution-là et que les populations l'utilisent pour changer nos manières de vivre, nos manières de faire et aussi développer le continent, je pense. Beaucoup plus de promotion, parce que ce que Idiatou dit, c'est très intéressant. On a beaucoup de jeunes créateurs au Sénégal, par exemple, mais qui ne sont pas assez valorisés, qui ne sont pas assez mis au devant de la scène. On a ce jeune Sénégalais qui a développé une application pour simplifier les mathématiques. C'est très peu, voilà, l'information est très peu diffusée. Il faut plus d'informations dans ce sens-là, valoriser les créateurs, les talents, les ingénieurs sénégalais, africains. Oui, absolument, il le faut. Et moi, je fais une remarque à chaque fois que je vois sur Internet un jeune africain qu'on a promu, qui a créé telle chose. Je rentre dans les commentaires, je vois qu'il y a un million, des dizaines, des centaines de félicitations. Des gens sont fiers de voir un de leurs créer quelque chose que peut-être on aurait vu à l'étranger, en Chine ou en Europe. Voilà, ce qui veut dire que on a des jeunes qui créent. J'ai un confrère qui est au soleil, Ibrahim Sané, il s'appelle. Il fait chaque semaine un portrait d'un jeune qui crée quelque chose. Et voilà, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Voilà. Ces initiatives sont rarement promues et le public réclame. Pourtant, de voir des jeunes scientifiques créer des merveilles. Voilà. Et ça rejoint également le problème de l'environnement, de la réglementation. Les jeunes start-upers sénégalais se sont réunis autour d'une initiative appelée Sen Startup Act parce qu'ils se sont rendus compte que l'environnement dans lequel ils sont, la réglementation n'est pas assez adaptée pour leur permettre de se développer. À chaque fois que la plupart de ces startups qui sont créées meurent lors de leur année de création. Ils ne vont pas faire un an d'existence parce qu'il n'y a pas d'environnement, il n'y a pas d'impulsion, il n'y a pas de réglementation et l'État doit jouer ce rôle-là de booster ces startups. Et moi, Idiatou, on a eu à faire un voyage en Estonie, un voyage d'études et on s'est rendu compte que là-bas, c'était l'Eldorado un peu des startups. Ils ont créé des incubateurs assez performants où on met dans les meilleures conditions pour développer votre projet. Et ça, oui, on a des incubateurs ici, mais des incubateurs qui ne sont pas de référence, qui n'arrivent pas à bien accompagner les jeunes du lancement de leur projet aux différentes phases de développement qu'ils rencontrent. Alors, oui, allez-y, allez-y. C'est un problème qui est extrêmement récurrent et qui ne laisse aucun domaine d'activité. Par exemple, dans les universités, les gens se plaignent souvent que oui, les chercheurs ne font pas assez leur travail, etc., etc. Mais il faut savoir que la recherche scientifique, elle coûte extrêmement cher et que les États africains, en tout cas au Sénégal, puisque c'est ici qu'on est, ne financent pas vraiment la recherche. Donc ces gens-là, quand ils ont envie de faire des progrès dans tel ou tel domaine, ils sont obligés d'aller voir ailleurs, dans d'autres structures internationales, etc. Est-ce qu'ils peuvent avoir un financement? Or moi, quand je te donne mon argent, c'est moi qui te demande de regarder dans une telle ou une autre direction, qui ne reflète pas forcément les besoins de mon environnement de provenance. Si on a envie de créer des solutions locales à nos problèmes locaux, on a besoin de financer notre propre recherche. Aujourd'hui, c'est bien beau que Google vienne s'implanter, par
exemple à Accra ou ailleurs, au Rwanda, etc. Mais c'est eux qui vont définir l'orientation des recherches. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des problèmes qui sont là, qui sont ponctuels et qui ont besoin d'être réglés. On a des jeunes qui ne lésinent pas sur les études, ils peuvent passer des années à étudier quelque chose, c'est des passionnés. Il faut les pousser, il faut les encadrer, il faut les accompagner, il faut leur donner les moyens nécessaires pour pouvoir accompagner leur création. On parle de Google, d'Amazon, il faudra également que nos États, ce caractère de leader, que nos États puissent arriver à protéger nos jeunes, à protéger notre marché. Aujourd'hui, Amazon, il y a énormément de startups qui sont dans le e-commerce en Afrique, énormément. Si Amazon, Alibaba, chinois arrivent en Afrique, c'est la fin de toutes ces startups. Elles vont peut-être tuer toutes ces initiatives qui naissent. Et voilà, nos États doivent également protéger nos créateurs, nos jeunes, nos champions. C'est leur rôle. Aujourd'hui, on est tué par l'importation. Mais protéger aussi nos données. Parce que l'État, une chose est de pouvoir s'investir dans l'intelligence artificielle pour pouvoir avoir des technologies et tout ça. Mais une chose est aussi de savoir ce qui sort et ce qui vient chez toi. Parce que quand tu as un État et que tu n'as aucune connaissance dans le domaine de l'intelligence artificielle et que tu as des gens qui sont connectés tout le temps sur des plateformes qui appartiennent à d'autres pays, à d'autres structures, bah, un matin tu te lèves et puis tu ne sais pas ce qu'on a disséminé dans l'opinion publique, ce qui s'est passé. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que nos États contrôlent vraiment les données? Est-ce que nos États savent ce qu'on fait de nos données? Cette donnée est une richesse, et une grande richesse aujourd'hui. Première richesse, on a l'information. La Chine, on a lancé le débat avec Facebook, par exemple, qui collectionnait des données. Celui qui contrôle les données connaît mieux le monde que quiconque et peut orienter. Il connaît tout ce qu'ils font, il connaît les habitudes. Leurs besoins. Voilà. Aujourd'hui, malheureusement. Il y a les questions sécuritaires, mais il y a également les questions de développement. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'analyse, on n'a pas de centre d'analyse des données, par exemple. L'État sénégalais, par exemple, collecte énormément de données. Il peut collecter, il peut garder ces données, mais il n'a pas d'analyste, en fait, de données. Et ce sont ces analyses, justement, qui permettent de connaître les niches porteuses, les marchés porteurs, l'économie du futur, de faire de la projection, etc. Donc oui, si on ne maîtrise pas nos données, si on n'arrive pas à les analyser pour en tirer le meilleur parti, comment voulez-vous que... On touche du doigt le vrai problème, parce que ce qui m'embête, moi, c'est que les gens crient partout, l'Afrique est le futur, nous sommes les plus nombreux, notre génération et tout ça. Mais en réalité, c'est parce qu'ils ont fini de l'exploiter qu'ils nous le disent, parce qu'ils se sont déjà positionnés. Mais en réalité, qu'est-ce que nous on fait pour tirer profit de cette situation-là? Quelles sont nos projections pour que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, on exploite vraiment cela? Aujourd'hui, quand on regarde nos États, qui sont ceux qui s'installent, qui sont ceux qui ouvrent, qui sont ceux qui érigent chaque matin des bâtiments, des buildings, qui ouvrent des sociétés, il faut regarder. Justement, en parlant de l'Afrique, qui est presque bientôt inexistante sur la carte de l'économie de l'intelligence, est-ce qu'aujourd'hui, on peut rattraper le train? Oui, effectivement, on peut rattraper. Rattraper ou bien on est dedans. On est dedans. On est dans le train. On est dans le train. On ne peut pas, puisque tout, comme il a dit, il y a les entreprises, les multinationales qui viennent s'implanter en Afrique. Donc ça veut dire qu'ils pensent que l'Afrique est un continent porteur. C'est un marché à ne pas négliger. Donc c'est pour cela qu'il faudrait que nous aussi, nos dirigeants, c'est-à-dire qu'ils essaient un peu d'élaborer des politiques, des stratégies pour protéger nos intérêts nationaux, des intérêts qui sont propres à notre développement, propres à l'amélioration des conditions de vie de nos sociétés. Vous avez parlé tantôt de protection des données. Ça, c'est une problématique qui est importante et qui est, je crois, sera dans quelques décennies la problématique mondiale à l'image de l'environnement, de la protection de l'environnement. On parle plutôt maintenant de protection des données personnelles, c'est-à-dire qu'il faudrait protéger les citoyens, protéger les cybercitoyens, les cyberconsommateurs pour pouvoir un peu le mettre en phase au niveau des textes, en rapport avec les textes et les législations qui sont adoptées, pour ne pas permettre aux multinationales de faire du n'importe quoi, du n'importe comment sur nos territoires, avec nos citoyens, avec les données de nos citoyens. Vous savez que ces multinationales-là, leurs serveurs, ça se trouve à l'étranger, ce n'est pas implanté ici en Afrique. Heureusement, dans le domaine de la sécurité Internet, presque tous les États du monde peuvent être au même pied. Aujourd'hui, un Sénégalais peut se réveiller et découvrir un système
de sécurité plus puissant que celui des Russes. Il va falloir que ce combat-là soit également lancé, hein, qu'on puisse promouvoir les initiatives dans ce sens-là. Le Sénégalais, le Camerounais, le Tchadien peut créer aujourd'hui un système plus sûr que celui qui est utilisé dans les autres pays. Et peut craquer également. Bon, je ne parle pas dans le domaine de craquer, mais voilà, peut trouver la faille dans les autres systèmes. Je pense aussi qu'il faudrait, en laissant les multinationales s'implanter dans nos pays, il faudrait un peu orienter nos économies, nos recherches pour les besoins de nos populations. On dit que l'agriculture représente plus de la moitié de l'économie, de l'activité économique des populations. Il faudrait créer des choses, des solutions, des technologies pour essayer un peu d'améliorer le rendement agricole. Je pense que ce n'est pas normal que l'agriculture représente à ce point parce que normalement, aujourd'hui on parle de machines. Normalement, ce sont les machines qui devaient cultiver et que les agriculteurs puissent s'orienter vers d'autres domaines. Aujourd'hui, on parle d'agriculture numérique. Aujourd'hui, avec des drones, on peut maîtriser quel rendement on va avoir. On peut maîtriser quel intrant on a besoin. C'est en train de s'implanter de façon très molle, on va dire, en Afrique, mais c'est également l'avenir, avec la technologie sur l'agriculture. Et je pense aujourd'hui, justement, quand on me demande si l'Afrique peut rattraper, moi j'ai toujours du mal avec ça. Je pense que l'Afrique doit sortir de cette course effrénée où elle ne rattrapera jamais personne. Je pense qu'il est temps que l'Afrique se définisse. Il est temps de mettre en place des incubateurs, comme il en existe dans certains pays, où on dit aux jeunes Africains, construisez-nous quelque chose qui soit adapté à notre, voilà, à notre continent, à notre pays, à nos réalités, etc. Sinon, on va toujours continuer par attendre que ce soit fait. On va aller apprendre et puis on va ramener. On va aller apprendre, on va ramener. Quand ça se gâte, il faut les appeler pour qu'ils viennent réparer. Quand il faut acheter la prochaine version, il faut qu'ils viennent s'installer. Et on reste encore dans cette dynamique, oui. Et ça les arrange. Donc il faut que nous, aujourd'hui, on s'asseye et qu'on se dise qu'est-ce qui nous convient. Aujourd'hui, il y a cette technologie, on apprend, on lit, le savoir est démocratisé, et puis on met en place des jeunes qui sont très intelligents. Il y en a partout dans nos instituts, dans nos écoles. Et puis aujourd'hui, ils vont nous sortir quelque chose qui conserve nos valeurs africaines, qui parlent nos langages, qui ont nos images, qui ont nos portraits, en quoi on se reconnaît, ce que le jeune au village peut utiliser, ce que le jeune pêcheur, ce que le jeune bouvier, ce que le jeune peut utiliser, il se reconnaît dedans et puis on a notre identité. Mais si on attend encore d'aller chercher, de ramener, on ne va jamais rattraper personne parce qu'ils sont en avant de je ne sais pas combien de siècles. Mais il faut qu'on définisse, que ce soit dans le transport, que ce soit dans la mode, que ce soit dans la cuisine, l'Afrique ne peut pas aller chercher sa cuisine ailleurs. On a ici ce qu'on doit développer. Donc je pense qu'on doit avoir cette forte identité-là qui doit exister. Voilà, il faut qu'on se lève, il faut qu'il y ait de l'accompagnement, il faut qu'il y ait de la vision, il faut qu'il y ait de l'action, mais il faut que nous, Africains, nous comprenions que nous devons créer, nous devons bâtir, en nous inspirant peut-être, mais nous devons faire ici ce qui nous concerne. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci Gaius, merci Idiatou, merci également à Mariem, merci également à Lyoun d'avoir participé à cette émission. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés sur Médian TV Afrique. Nous vous donnons évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Et d'ici là, bonne suite des programmes sur nos antennes.